Et si la naissance d'un héritier royal n'était pas une bénédiction, mais un avertissement? Et si, le jour où l'Espagne applaudissait, son sort était déjà scellé? Maintenant, imaginez ceci. Vous vous tenez à l'extérieur de la chambre de naissance royale au cœur de Madrid. Les torches scintillent. La salle sent la sueur, la fumée et les eaux de rose, destinées à masquer la puanteur de la peur. Les serviteurs rythment en silence. Les prêtres serrent leur croix. Le palais a retenu son souffle pendant des heures. À l'intérieur, une reine crie. Nous sommes en octobre 1661. La reine Mariana d'Autriche est en travail avec son fils tant attendu, l'héritier du vaste empire espagnol. La dynastie est désespérée. Les Habsbourg ont besoin d'un enfant, un symbole de continuité, de la faveur divine, du pouvoir, mais quand le silence brise enfin, quelque chose ne va pas. La sage-femme royale, assaisonnée et régulière, recule du lit imbibé de sang. Ses yeux sont larges, ses lèvres tremblantes. Et puis, les mots qui en ont un empire. Il n'a pas raison. L'enfant est mou, peau pâle comme du parchemin. Sa langue, grotesquement gonflée. Les yeux illustrés. Les jambes bouclées vers l'intérieur comme du parchemin plié. Ce n'est pas un prince saint. Pas de cadeau divin. Pas de sauveur né à la guerre. Charles, fils de Mariana et du roi Philippe IV, est là. Mais il est brisé. Et pourtant, à l'extérieur de la chambre, la foule éclate en joie. Les trompettes sonnent. Les cloches de l'église pénètrent. Un prince est né. L'Espagne se réjouit. Mais dans les murs du palais, il n'y a que de la crainte. Les courtisans évitent les yeux. Les prêtres chuchèrent les prières non pas de remerciement, mais de protection. Certains disent que le premier cri de l'enfant ressemblait moins à une voix humaine et plus comme une malédiction. Pourtant, le royaume doit être rassuré. L'annonce est faite, le garçon est fort, en bonne santé, béni. Il couvre son visage de soie. Il limite ses apparences. Les rumeurs commencent presque immédiatement. Quelques-uns parlent courageusement. Une dame en attente, tranquillement. Sa langue le fait baver constamment. Il ne peut même pas avaler correctement. Une garde royale, chuchotant. Il n'a pas levé la tête une fois. Le garçon ne bouge pas, mais ses voix sont réduites au silence. C'est l'Espagne. Ceci est le tribunal de Habsbourg. L'apparence doit l'emporter sur la réalité. La cérémonie doit effacer la vérité. Derrière des portes clôturées, les sages-femmes se croisent. La reine pleure. Le roi refuse de regarder directement l'enfant. Et quelque part dans l'obscurité, quelqu'un ose parler ce que les autres ne feront que craindre. Dieu n'a pas béni cet enfant. Il nous a punis de lui. Pour comprendre la tragédie de Charles II, vous devez d'abord comprendre la dynastie qu'il a fait. La chambre des Habsbourg, des dirigeants de l'Espagne, de l'Autriche et du Saint-Empire romain croyaient en une vérité au-dessus de toutes les autres. Le sang royal doit rester pur. Mais la pureté est venue à un prix. Pendant plus de 2 siècles, ils ne se sont mariés que les leurs. Des cousins épousent des cousins. Les oncles mariagent leurs nièces. Tante à neveu, nièce à l'oncle. Encore et encore, leurs arbres familiaux se sont repliés vers l'intérieur comme des cages en papier, piégeant leurs enfants à l'intérieur. Les Habsbourg ne tolèrent pas seulement la consanguinité. Ils l'ont sanctifiée. C'était une politique. C'était de la politique. C'était une fierté. Et c'était du poison. Au moment de la naissance de Charles II, les dommages ont été irréversibles. La génération après génération de copies génétiques avait fait des ravages, non seulement sur le corps, mais dans l'esprit. Les historiens l'appellent l'expérience de consanguinité la plus infâme dans l'histoire européenne. Les habitants d'Espagne l'ont appelé le destin. Regardez attentivement les portraits. Visages allongés, mâchoires tombantes, les yeux trop larges ou trop éloignés, les bouches trop étroites pour manger, trop tordues pour parler clairement. Et la mâchoire de Habsbourg, grotesquement surdimensionnée, s'est transmise comme une couronne. Charles l'hériterait en totalité. Mais le plus grand scandale n'était pas dans les portraits. C'est dans le mariage qui a rendu Charles possible. Sa mère, Mariana d'Autriche, était la nièce de son mari, le roi Philippe IV. Laissez cela s'enfoncer. Philippe avait 44 ans. Mariana, seulement 14 ans. Un match de devoir l'a appelé le tribunal. Un match de folie, murmura tout le monde. Leur arbre généalogique ressemblait moins à une lignée et plus à un labyrinthe. Mariana et Philippe ont partagé plus d'ancêtres qui n'avaient des doigts. Leur similitude génétique était supérieure à celle des frères et sœurs. Et pourtant, le mariage a été célébré. L'Espagne avait besoin d'un héritier. Ce qu'ils ont obtenu était autre chose.
Les médecins à l'époque n'oseraient jamais le parler. Mais les notes d'un médecin, découvertes des siècles plus tard, offrent un diagnostic obsédant. Cet enfant est l'expression physique des générations d'inceste. Même dans le berceau, Charles était un monument à l'obsession la plus sombre de sa famille. Un rappel vivant et haletant que le sang seul ne peut pas maintenir un empire. Cet héritage s'est construit sur la pureté, finalement se gâche. Pourtant, personne dans le palais n'a osé le nommer. Ils ont regardé Charles et l'ont appelé royal. Mais la vérité était beaucoup plus terrifiante. Cet enfant n'était pas un phare d'espoir. C'était une fusée signalétique, un avertissement, une prophétie écrite en peau et en os. Charles n'est pas né pour gouverner. Il est né pour révéler ce que le trône était devenu. Un siège n'a pas été construit sur la force, mais en pourriture. À partir du moment où Charles II est né, le palais a commencé à écrire une fiction. Ils ont dit qu'il était lent à parler parce qu'il était réfléchi. Ils ont dit qu'il avait trébuché parce qu'il était contemplatif. Ils ont dit que sa langue était enflée parce que ses paroles étaient sacrées. Ils ont dit que ses retards étaient des signes de mystère divin. Mais derrière les rideaux brodés, la vérité s'est chutée. Charles ne pouvait pas marcher avant l'âge de 4 ans. Il ne pouvait parler clairement que près de 8 ans. Il bave constamment, incapable de fermer la bouche en raison de son énorme mâchoire. Il a subi des convulsions. Il a oublié les noms. Il a confondu les miroirs avec d'autres personnes. Les tuteurs sont venus et venus, nobles érudits, théologiens, poètes, tous assermentés au silence. Beaucoup sont partis dans le désespoir. L'un a écrit en privé. Il ne peut pas suivre une phrase du début à la fin. Il a l'esprit d'un enfant, même si son corps pourrit. Pourtant, le tribunal a insisté. Charles n'était pas handicapé. Il était saint. Son silence était la révérence. Sa confusion, son humilité. Un enfant né pour régner, non pas malgré ses défauts, mais à cause d'eux. Des peintures de Charles de cette période montrent un garçon pâle vêtu d'armure qui ne pouvait pas soulever. Toujours seul. Toujours encore. Un artiste a plus tard avoué. On m'a dit de peindre non pas ce que j'ai vu, mais ce que l'Espagne avait besoin de voir. Mais à l'intérieur des murs du palais, les ministres chuchotèrent. Était-il apte à gouverner? L'Espagne lui survivrait-elle? Au centre de tout cela se trouvait sa mère, la reine Mariana. Elle a vu ce que les autres craignaient de nommer, que Charles ne mènerait jamais. Alors elle a régné à sa place. Elle a orchestré la politique, a dicté des rendez-vous, organisé des alliances, le tout au nom de son fils. Derrière chaque proclamation se tenait sa signature. Derrière chaque commande, sa voix. Et si quelqu'un s'est opposé, ils se sont rappelés. Remettre en question le corps du roi, c'est remettre en question la volonté de Dieu. Les prêtres l'ont protégé. La superstition l'a protégé. Mariana a construit un royaume autour du déni, et pendant un certain temps, ça a fonctionné. Les visiteurs de l'étranger ont été interdits de voir Charles trop étroitement. Les apparitions publiques ont été mises en scène, répétées comme le théâtre. Les serviteurs l'ont poussé vers l'avant, chuchota les lignes dans son oreille. Un évêque a dit un jour. Le garçon sourit au commandement. Mais ses yeux n'étaient pas là. Ce que le monde a vu était un prince fragile enveloppé dans du velours. Mais à l'intérieur de ce velours était le silence. Une monarchie paralysée par son propre mythe. Et pourtant, l'illusion tenait. Le peuple a prié pour leur roi. La noblesse a promis leur loyauté. Les tribunaux étrangers s'inclinaient respectueusement. Mais derrière chaque geste se trouvait la peur. Ils n'ont pas vu de règles. Ils ont vu une réflexion de tout ce que l'Espagne a refusé de confronter. Et Charles, il ne savait pas qu'il était un mensonge. Il savait seulement que tout le monde faisait semblant. Il n'y avait pas de miroir dans les chambres de Charles. Pas parce que le roi n'aimait pas son reflet, mais parce que tout le monde l'a fait. Au moment où Charles a eu 15 ans, l'illusion était devenue politique. Il était roi de nom, mais en présence, il n'était guère plus qu'une marionnette. Ils l'ont habillé de couches de velours royal, lors de chaînes dorées trop lourdes pour ses épaules. Sa couronne reposait sur une tête qui inclinait souvent sous son propre poids. Il était assis sur le trône comme un fantôme fait de chair. Et la cour, les nobles, le clergé, les conseillers ont joué leur rôle. Ils s'inclinèrent, ils ont grillé, ils ont dansé lors de festivals chorégraphiés pour cacher les mains tremblantes du roi. Les cérémonies ont été fabriquées comme du théâtre. Il ne reste plus rien au hasard. Les courtisans ont reçu des scripts. Des applaudissements ont été répétés. Lors des dîners officiels, Charles n'a souvent rien dit. Il regarda. Il mâcha trop lentement. Il oublierait où il était. Une fois, lors d'un banquet, il s'est soudainement tenu à demander
Pourquoi tous ces gens sont-ils chez moi? La pièce se figea. Un évêque s'éclaircit la gorge et répondit. Ils sont là pour votre grandeur, votre majesté. Et pourtant, les applaudissements ont repris. Les artistes ont été convoqués pour peindre des portraits, pas de l'homme, mais du mythe. Ils adoucissaient la mâchoire, cachaient la bave, allumaient les yeux pour suggérer l'intelligence. Un peintre étranger a refusé. « Je ne peins pas les saints », a-t-il déclaré, « et ce n'est pas un homme. » Il a été escorté avant la tombée de la nuit. Les dignitaires étrangers qui ont visité Madrid ont été avertis à l'avance. Ne commentez pas l'apparence du roi. Ne remettez pas en question sa santé. Mais même le silence ne pouvait pas cacher la vérité. Les ambassadeurs ont écrit dans le code, craignant que leurs lettres soient interceptées. L'état du roi est délicat. Sa majesté est grandement guidée par la foi et par le Saint-Esprit. Il est sage de parler à la reine Régent, qui interprète ses souhaits. En privé, ils ont utilisé d'autres mots. Endommagé, déligieux, un monarque en forme seulement. Un envoyé français, après un public, a pleuré derrière sa voiture. « J'ai vu la fin de l'Espagne », murmura-t-il. Mais à l'intérieur du palais, la performance s'est poursuivie. Chaque jour, les domestiques aidaient Charles à marcher. Chaque nuit, les médecins ont versé de l'eau bénite dans son vin. Il n'était pas gardé pour la protection, mais pour l'empêcher de s'éloigner. Même la cour naine, une fois que les artistes, maintenant compagnons, ont commencé à chuchoter. L'un d'eux, peut-être s'oublie, marmonna. C'est un royaume dirigé par un cadavre. Il n'a jamais été revu. Le tribunal ne s'est pas effondré. C'est adapté. Il a appris à cacher la maladie avec de l'encens. Comment faire taire les rumeurs avec des prières? Comment transformer un garçon en ruine en un symbole sacré? Le trône n'était plus un siège de pouvoir. C'était une scène. Et Charles, il était le dernier acte dans un jeu que personne n'a osé réécrire. Un roi sans héritier n'est pas un roi. C'est un compte à rebours. À l'âge de 18 ans, Charles n'avait toujours pas terminé de peine en public. Il était en insuffisance pondérale, souvent malade, de plus en plus confus. Mais l'Espagne ne pouvait plus attendre. Un héritier a dû être fait. Et donc, un match a été organisé. À travers les frontières, à travers les rivalités, avec le seul royaume qui pourrait encore croire à la fiction. France, Marie-Louise d'Orléans, radiant, sharp, seulement 16, a été choisie. Elle a pleuré quand elle a entendu les nouvelles. Pourtant, elle est montée à bord de l'entraîneur et a été livrée à Madrid comme une plongée précieuse dans un palais mourant. Le jour de son mariage, elle a reçu une couronne. Le soir de sa noce, elle a reçu quelque chose de bien pire. Les histoires varient, mais tous sont d'accord. Charles ne l'a pas touchée. Il a pleuré, il a prié, il regarda. Un conte affirme qu'il a demandé au prêtre de bénir le lit, puis s'est endormi au pied de celui-ci. Les jours passaient, puis semaines, puis des années. Pas d'enfant, pas d'espoir. Les médecins ont administré des potions. Les prêtres ont effectué des bénédictions. Le tribunal a provoqué des aphrodisiaques de toute l'Europe. On a même suggéré le cœur des grenouilles noircies placé sous l'oreiller de Charles. Rien ne fonctionnait. La reine est devenue mince, puis plus pâle, puis silencieux. Elle a écrit à son cousin en France. « Mon mari est gentil, mais il est plus fantôme que l'homme. » Au tribunal, les chuchotements sont devenus plus forts. La reine est maudite. Le roi est ensorcelé. Dieu a fermé l'utérus de l'Espagne. Puis, un jour en 1689, à l'âge de 26 ans, Marie-Louise s'est effondrée dans sa chambre. La cause officielle, obstruction intestinale. La cause non officielle, désespoir. Elle a été enterrée avec des honneurs. Mais Charles a refusé d'assister aux funérailles. Il s'est fermé dans sa chambre pendant 9 jours. Pas de nourriture, pas d'eau, seule la prière. Quand il a finalement émergé, il avait perdu la plupart de ses cheveux. Pourtant, aucun héritier ne signifiait aucune paix. Une deuxième épouse a été sélectionnée, Maria Anna de Neubourg. Allemand, politique, élu pour une seule raison. Sa famille avait produit 23 enfants. Le match était froid, peu romantique, stratégique, mais Charles avait maintenant près de 30 ans. Son corps échoue, son esprit glissant. Ce qu'il a oublié une fois, il imaginait maintenant. Encore une fois, aucun enfant n'est venu. Maria Anna, comme son prédécesseur, a été blâmée. Elle est trop fière, trop protestante dans l'esprit. Elle défie le rythme du roi. Elle n'était pas d'accord. Derrière, elle a accusé les médecins, les prêtres, même Charles lui-même.
Il ne peut pas terminer ce qu'il commence. Toujours, la mascarade a continué. Dîner, masse, portrait, célébration. Mais la vérité était suspendue sur le palais comme un linceul. Charles II ne laisserait aucun héritier. Et la dynastie, née de sang, de fierté et d'inceste, avait finalement perdu le pouvoir de se reproduire. Le royaume ne mourait pas. C'était déjà mort. Au cours des dernières années de son règne, Charles II n'était plus un homme. C'était une relique. Son corps l'avait trahi. Son esprit s'était fracturé. Sa peau est devenue jaune. Ses yeux coulaient. Il a perdu presque toutes ses dents. Ses jambes gonflèrent jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Ses cheveux tombaient dans des touffes. Son souffle sentait la pourriture. Sa voix, quand elle est venue, était un murmure de slurd. Il babillait souvent à personne. Rit des ombres. J'ai oublié quel jour c'était. Ses médecins ont tout enregistré. En secret, sel noir, sang dans l'urine. Les testicules ont réduit la taille des haricots. L'un d'eux a écrit « Le roi mange peu, dort moins, parle à des parents morts, demande souvent sa mère, qui a disparu de nombreuses années. » Le tribunal savait ce que cela signifiait, mais il ne pouvait pas le dire. Pas à haute voix, pas en public. Ils se sont donc tournés vers autre chose. Pas de médicaments, pas la vérité. Religion. Les prêtres ont été amenés par des dizaines. Ils ont oint Charles avec des huiles. Ils chuchotaient le latin sur son lit. Ils ont brandi des reliques anciennes à son visage. Il cligna des yeux, regarda, parfois sourit. Une nonne sainte a insisté pour que le roi était sous l'influence de la sorcellerie. Le tribunal a accepté. Et donc, un exorciste a été convoqué. Des témoins disent que les rituels ont duré des heures. Psalmodie, fumée, hurlements. Le roi a pleuré. Les prêtres hurlèrent. Un serviteur a juré qu'il avait vu Charles léviter. Un autre a dit que ses veines devenaient noires sous leurs yeux. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous ne savons pas. Mais les dossiers montrent, rien n'a changé. La pourriture est restée. Un noble a osé parler clairement. Il n'a pas été englouti. Il était l'incarné de l'héritage des Habsbourg. Et pourtant, les rituels ont continué. Les portes de la chapelle n'ont jamais été fermées. Nuit après nuit, des bougies vacillaient le long des salles du palais. Le parfum de la myrrhe, de l'encens et de la désintégration a rempli chaque pièce. La reine, Maria Anna, s'accrochait au chapelet. Les ministres ont placé leurs espoirs dans les saints, dans les scapulaires, dans les os sacrés. Charles a cessé d'assister aux réunions. Il n'était plus roi. C'était un autel, un symbole respiratoire de la souffrance divine. Le palais s'est transformé en un mausolée, pas un lieu de règle, mais de préservation. Les serviteurs marchaient doucement. Les rideaux sont restés dessinés. Même les oiseaux de la volière royale ont cessé de chanter. Les ambassadeurs étrangers sont retournés devant leurs tribunaux avec des mains tremblantes. Le roi d'Espagne est déjà parti, a écrit l'un d'eux. Il ne reste que son corps. L'esprit est parti il y a longtemps. Pas d'héritier, aucune force, pas de clarté, seules les prières et le silence. Charles II d'Espagne est décédé le 1er novembre 1700. Il avait 38 ans, mais en vérité, il avait cessé de vivre bien avant. Dans ces dernières semaines, il était aveugle, édenté, si faible qu'il ne pouvait pas avaler de l'eau sans s'étouffer. Il a confondu les serviteurs avec des saints. Il a souvent demandé s'il était déjà mort. Lorsque son cœur s'est arrêté, le palais est tombé dans le silence. Les médecins ont effectué une autopsie. Leur rapport se lit comme une malédiction. Le cœur était noir comme du charbon. Les intestins gangreneux. Les poumons ont corrodé. La rate de la taille normale. Le cerveau s'est rempli de liquide. Et le sang, d'épaisseur comme de l'huile. Personne n'avait vu un corps royal si ravagé. Mais peut-être aurait-il dû s'y attendre. Ce n'était pas seulement la mort d'un roi. C'était l'implosion d'une dynastie. Il n'y avait pas d'héritier, pas d'enfant, pas d'héritage, pas de continuation. Seulement le silence et la guerre. La guerre de la succession espagnole suivrait. Une bataille brutale à l'échelle du continent pour le contrôle des restes pourris d'un empire Charles n'a jamais été apte à diriger. Des dizaines de milliers mouraient. Les frontières seraient redessinées. Trône s'est changé. Alliances brisées. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, une vérité est restée. Charles n'a pas été maudit. Il était la malédiction. Il n'était pas une âme malheureuse apportée par le destin. Il a été le résultat inévitable de la fierté, du pouvoir non adapté, d'une lignée trop obsédée par elle-même pour voir la ruine venir. Et toujours, ils avaient tous joué. Les prêtres qui ont béni sa couronne,
les ministres qui ont forgé ces décrets, les artistes qui l'ont peint comme un guerrier, les tribunaux étrangers qui ont souri à leur horreur, l'Empire lui-même, une grande illusion soutenue par la peur, le rituel et le coût insupportable de l'honnêteté. Ils ont continué à faire semblant, même lorsque son corps a échoué, même alors que son esprit disparut, même si la pourriture se propage sous les robes de soie et les plafonds dorés, parce que pour admettre la vérité, que l'Espagne n'avait pas d'avenir, était d'inviter l'effondrement. Alors ils ont menti, les uns aux autres, au monde, à eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et que c'est ce qui rend son histoire terrifiante. Ce n'est pas la décomposition de son corps. C'est combien de temps le monde a continué à prétendre que tout allait bien.